Compose, hors série numéro 3. Le critère, c'est être dans la reprise de conscience de son corps et c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans une société normative, qui met un cadre dans ce qui est bien ou pas bien. Et donc c'est très dichotomique finalement. Et une société très portée sur l'image aussi du corps, où les femmes doivent être... Tu dois être comme ça, épilée, et il faut être mince, et il faut faire le régime, et il faut faire ci. Et donc tout est attiré sur le corps. Il y a une telle pression finalement sur les femmes de répondre à ce dictat là de beauté absolue, qu'en venant ici, en participant au cours, ça leur permet de se rendre compte que non, il n'y a pas une beauté, on est toutes belles et on peut toutes assumer d'être comme on est. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas une plus belle que l'autre. Et c'est ça que ça aide aussi, ça peut peut-être aussi aider les patientes à se réaffirmer autrement, à se rendre compte que l'image que... Parce que entre l'image qu'on voit de soi-même et celle que les autres voient, il y a souvent plusieurs angles de vue, et c'est justement d'essayer de se détacher un peu de l'image qu'on a de soi-même pour essayer d'en créer une autre, un peu plus juste, un peu plus bienveillante, un peu plus honnête avec soi aussi que celle difformée qu'on pourrait avoir, quoi. Cette semaine, c'est un épisode un peu particulier que je vous propose. Dans les hors-séries, j'ai pour habitude d'inviter celles et ceux qui aident les autres à oser créer. Et cette fois, on va parler d'oser, mais pas forcément de créer. J'ai la chance de recevoir 2 invités. D'abord, Élise Eck, alias Ellie Pollux. Elle est prof de Sensual Grow Up, un cours dans lequel elle aide les femmes à oser assumer leur sensualité. Et ensuite, Roland Othon, qui est kiné formé en périnéologie et sexologie. Ensemble, on a abordé l'éducation à la sexualité, le corps des femmes hypersexualisées, l'identité, la bisexualité, la reconnexion au corps, le féminisme, les réseaux sociaux, la société. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci, Élise et Roland, d'être avec moi aujourd'hui pour ce hors-série de Compose. Merci à toi, Julie, pour l'invitation. Oui, merci à toi. C'est la première fois pour que je reçois 2 personnes sur le podcast, donc c'est aussi un petit peu impressionnant pour moi. On va voir comment ça se construit au fur et à mesure. Mais vous allez nous parler en fait d'un projet que vous avez en commun, parce qu'Élise, tu donnes des cours de Sensual Grow Up, et Roland, tu es donc kiné et vous avez lancé un projet commun. Je propose d'abord qu'on revienne un peu sur vos parcours respectifs. Élise, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, justement, ces cours de Sensual Grow Up? Alors, mes cours de Sensual Grow Up, l'idée c'est d'offrir un espace aux femmes pour venir danser de manière sensuelle, féminine, sans tabou, en toute liberté et de manière bienveillante, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace qui offre ça aux femmes. Et donc voilà, on danse, on fait une petite chorégraphie et surtout on apprend un petit peu à s'effeuiller, à enlever les vêtements. Il n'y a pas de nudité forcée de toute manière, on n'y arrive que progressivement. Et donc c'est ça, c'est venir librement s'amuser entre nous sans se préoccuper du regard des autres ou de chacune, et c'est vraiment pour rentrer dans sa bulle et recréer un petit peu cette connexion avec soi, d'oser se regarder dans le miroir, oser danser sous le regard des autres, et franchement ça se passe bien, elles apprécient le cours. Et pourquoi tu as eu cette idée? Comment ça s'est lancé? Alors pourquoi j'ai eu cette idée? J'ai toujours dansé. Moi j'adore ça, et puis au fur et à mesure de mon évolution personnelle, j'ai eu beaucoup de questions autour de ce que j'aimais, puis des questions autour de la sexualité, etc. Et donc au fur et à mesure j'ai découvert la pole dance, où justement on apprend un petit peu à être davantage nu, ou en tout cas dans des tenues plus courtes, vu qu'on a besoin du contact de la peau avec la barre. À la suite de ça, j'ai découvert un peu l'exotique, la danse exotique, pole dance. Et là, c'est la danse avec les fameux talons de 20 cm sur laquelle on danse aussi de manière assez sensuelle et parfois même sexuelle. Et donc, j'ai découvert ça m'a beaucoup plu. Et puis, j'ai commencé un petit parcours de danse burlesque. Et là, j'ai découvert comment s'effeuiller, comment jouer avec le regard du public, etc. Ça m'a vraiment plu. Et je me suis dit qu'il manquait d'occasion pour les femmes de faire ça. Et j'ai un petit peu mêlé le tout, et j'ai offert ce cours de danse un peu particulier où j'apprends à danser sensuellement, et c'est comme ça que c'est venu, quoi. Et pourquoi c'était important pour toi justement de permettre aux femmes de les aider à oser? Parce que moi, j'ai moi-même fait le parcours d'oser m'affronter et découvrir qui j'étais, et c'est pas un parcours facile, et dans notre société actuelle, il n'y a pas la place non plus pour ça. Et donc en fait, au fur et à mesure de mon évolution personnelle, j'ai entamé un master en études de genre, où là j'ai découvert
tout ce qui était les théories féministes, la place de la femme, le corps, les discriminations. Et ça a aussi un petit peu boosté ma réflexion sur moi-même et qui j'étais. Et j'ai découvert qu'effectivement, la place des femmes dans la société, elle est ce qu'elle est. On sait quelle charge il y a. On est jugé sur notre physique constamment, la charge de travail, une tonne de discrimination qui nous tombe dessus. Et je trouve pas ça juste. Et je me disais justement, c'est l'occasion aussi pour les femmes de se réattribuer leur féminité, leur place de femme, sans être jugées de pute, salope ou autre. Pour être vulgaire, pardon. Roland est choqué. Et donc voilà, je voulais ouvrir quelque chose, un endroit où les femmes peuvent être sûres qu'elles ne seront pas jugées, qu'elles pourront jouer des normes de la société, justement celles qu'on leur met sur le dos, mais qu'en même temps on les juge d'avoir et de jouer avec, et de se dire non, on envoie tout valser et on est là, on est comme on a envie d'être, qu'importe ce que pensent les autres et la société, quoi. C'était vraiment ça. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de ce master que vous avez collaboré pour la première fois ensemble, parce que Roland, tu as donc travaillé avec Élise pour son mémoire. Toi, tu es kiné, tu es éducateur physique à la base. Voilà, tu as eu un parcours assez riche aussi. Tu peux un peu le retracer d'abord pour nous ? Oui, je vais essayer de le faire en mode synthétique. Donc, je suis un professeur d'éducation physique au départ. J'ai fait la kiné dans la foulée parce que je voulais m'orienter vers le sport, étant rugbyman international au départ. Donc voilà, j'ai été kiné du sport au départ. Je n'ai pas fait ça longtemps. Je suis parti vers le Club Med après parce que c'était l'occasion qui faisait le larron. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis bien amusé. Je suis moniteur plongée sous-marine. C'est ce qui a fait que je me suis retrouvé là. Je suis revenu en Belgique après cet épisode et là j'ai quand même voulu exercer le métier de kiné de manière sérieuse. Donc j'ai été tapoté aux portes de différents hôpitaux bruxellois et universitaires. Un d'entre eux m'a effectivement engagé dans un service de médecine interne où je ne pensais pas rester. Et finalement, j'y suis resté 18 ans, donc aux soins intensifs et aux urgences, que j'ai quitté à une époque de ma vie où il était temps de partir, parce que j'en avais fait le tour. Et ça a été l'occasion à ce moment-là de retrouver des patients qui parlent, donc ce qui n'était pas le cas avant. Et dans ce cadre-là, j'ai d'abord repris ce que je connaissais, c'est-à-dire le domaine du cardiovasculaire, du respiratoire. Et je me suis retrouvé en contact avec des patients qui ont des troubles lymphologiques, vasculaires, autres, mais qui ont aussi des troubles en lien avec la sphère génitale, qui peuvent avoir des douleurs en lien avec ça. Donc j'ai été me former dans le domaine de la périnéologie. Pensais pas forcément aller un jour dans cette direction-là, même si c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Et dans la foulée, je me suis dit qu'il était impensable de m'occuper de troubles périnéologiques sans m'occuper de problèmes sexologiques à côté. Et c'est pour ça que j'associe les deux et que j'ai une consultation où je m'occupe des deux. Et le lien s'est fait à ce moment-là, ayant effectivement encadré le mémoire d'Élise sur un sujet en lien forcément directement avec l'identité et le genre. Ça me semblait faire sens de pouvoir faire un lien entre les deux parce que le mouvement, la gestuelle, qui est donc l'essence du métier d'un kiné finalement, doit pouvoir être une façon d'exprimer aussi les choses. Il n'y a pas que le verbal. Une psychothérapie, c'est très verbalisé, c'est très verbalisant, mais la gestuelle, c'est quelque chose qui parle aussi. C'est de l'ordre du non-verbal à ce moment-là. Et donc, arriver à ce que des femmes puissent retrouver une image du corps, reconstruire une image après un traumatisme, un accident, une exérèse mammaire, perte d'un sein dans le cas d'un cancer, ou d'autres atteintes qui peuvent être des mutilations, ça peut être un viol, ça peut être... la liste est malheureusement extrêmement longue. La sensualité dans la danse, pouvoir s'exhiber en toute sécurité, pouvoir s'exhiber de manière tout à fait bienveillante et sécurisée, peut être aussi une thérapie. Ça peut être une des voies de la thérapeutique et je la trouvais intéressante. Mmh. Et toi, oui, pourquoi c'est un sujet... Pourquoi tu avais envie en fait, de travailler avec les femmes ? Parce qu'il y a, et ça c'est au gré de mes consultations, il y a un manque total d'éducation. Je parle d'éducation en termes d'apprentissage. Aujourd'hui, surtout dans la jeune génération et peut-être
un peu moins dans l'ancienne, parce qu'elle a plus vécu, on trouve dans la sexualité, on trouve dans l'approche du corps, dans ce que renvoient les réseaux sociaux, dans ce que renvoie Instagram, TikTok, Facebook, une image de la femme qui est d'abord totalement sexualisée à l'extrême, qui est formatée, normative, et moi ça me questionne parce que je ne suis pas en accord avec cette vision des choses. Tant sur l'image qu'on renvoie. Je suis confronté tous les jours dans mon activité professionnelle à des femmes qui sont mal avec leur image de leur corps. Ça m'a donc questionné. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on peut apporter à ça pour sortir de la norme, pour sortir justement du formatage, pour sortir de ce que la société renvoie. Plein de jeunes femmes qui sont, à mes yeux d'hommes, et donc pas de thérapeute à ce moment-là, parfaitement dans les normes de ce qui est regardable et attirant, renvoient une image d'imperfection physique. Et c'est extrêmement difficile à amener comme discussion en disant, mais sortons de la norme, sortons du cadre, sortons du reste, et finalement, soyons ce qu'on est. Et voilà. Et quel était ton sujet de mémoire exactement ? Alors, mon sujet de mémoire, c'était la bisexualité féminine. J'ai voulu étudier la bisexualité comme orientation sexuelle et aussi comme identité. Parce que c'était... Donc, dans le cadre d'une master de genre, on parlait beaucoup des communautés LGBT, on parlait beaucoup des homosexuels, les lesbiennes, les gays, mais par contre, on ne parlait pas beaucoup des bisexuels. Et moi, j'ai vraiment voulu orienter mon mémoire là-dessus. Et alors, l'idée, c'était, j'ai interviewé des personnes qui se définissaient bisexuelles, des femmes qui se définissaient hétérosexuelles, pardon. Et enfin, j'ai interrogé des personnes qui étaient des psychologues, des sexologues, etc. Et c'est là où ça a été un petit peu surprenant, au vu des échanges que j'ai eus avec eux. C'était une dizaine de professionnels de la sexualité. Les choses que j'ai entendues étaient vraiment percutantes et un petit peu interrogeantes parce que ils n'étaient pas du tout au fait, quoi. Ils ne comprenaient pas ce que c'était, il n'y avait pas de remise en cause, ils étaient sur des vieilles idées, sur des modèles qui dataient encore des années, limite on entendait encore Freud en face de soi, c'était pas loin. Voilà, c'était un peu, c'était assez étonnant de voir qu'il y avait si peu de connaissances et comme tu disais, d'éducation sur la question de la bisexualité féminine. Et c'est de là que la collaboration a démarré. L'hypothèse, c'est simplement dire que la bisexualité n'est pas une identité en tant que telle. Et on est parti de cette hypothèse-là pour la montrer. C'est pour ça que l'étude était prospective. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'effectivement, les résultats montrent que c'est bien un mot. Ce n'est pas une identité en tant que telle, c'est une représentation qui permet de mettre dans une case, comme souvent d'ailleurs dans les identités. Il faut savoir que le mot bisexualité tout court, provient de livres de médecine du 19e siècle pour définir une pathologie, pas pour définir une situation que les médecins de l'époque ne comprennent pas. Donc, ils inventent ce mot-là pour pouvoir le définir. Il faut savoir qu'à l'époque de l'Empire romain, gréco-romain, il n'y a pas de mot autre que sexualité pour définir sexualité. Donc, pour eux, tout rentre dans ce mot-là. La segmentation qu'on vit aujourd'hui en termes de sexualité est presque hallucinante par rapport à ce qui a été par le passé. Donc, le travail d'Élise a bien mis en évidence que ce n'est qu'un mot. Ce n'est pas une identité en tant que telle. Et c'est des sujets dont on parle un petit peu plus ouvertement aujourd'hui qu'il y a quelques années. Est-ce que tu t'es retrouvé face à quelques murs comme ça pendant tes recherches ? Moi, en tant que telle, la bisexualité, donc mon mémoire, je l'ai fait il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et pour moi, les personnes hétérosexuelles qui se définissaient donc pas bisexuelles, la connaissance que j'en avais, non, franchement, les personnes ne savaient même pas définir, ne s'imaginaient même pas qu'est-ce que ça pouvait, quelle personne pouvait s'identifier comme ça. Et chez les bisexuels, là, j'ai rencontré aussi des personnes qui s'étaient pas non plus posé forcément la question de ce que ça pouvait représenter et que, oui, ok, elles avaient pris l'étiquette parce que l'étiquette existe, mais en tant que telle, personne ne donne la même définition, quoi. C'est plus vraiment quelque chose qu'on met pour dire, voilà, ça doit être quelque chose du style, on va dire que c'est bisexuel. Mais donc, oui, on pourrait croire qu'il y a une avancée en termes des orientations sexuelles et tout ça, mais sur la bisexualité en tant que telle, c'est plutôt quand même assez flou. Et le problème de la bisexualité, c'est que ça dérange. Au sein même de la communauté LGBT. Ouais. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, la bisexualité,
les gens aiment les cases, aiment quand c'est clair. Homosexuel, c'est clair. Lesbienne, c'est clair. Gay, c'est clair. Mais un bisexuel, mais qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on va mettre cette personne, quoi? Oui, elle peut pas être chez les homosexuels, elle peut pas aller avec les hommes, mais elle peut pas aller avec les femmes non plus. Enfin, et donc, ils ont pas leur place. Honnêtement, il y a une vraie... On appelle d'ailleurs ça la biphobie. Le reproche de ne pas faire un choix. Oui, c'est le reproche. En fait, qu'il y a un choix à faire. C'est ça. C'est ça qu'on leur reproche, c'est de ne pas choisir un camp, ou de ne pas être facilement identifié. On ne peut pas les mettre chez les gays, ils se font refouler. Si la femme va chez les lesbiennes, elle se fait refouler. Et chez les hétérosexuels, elle n'a pas sa place non plus, parce qu'elle est vue à nouveau comme celle qui prend tout, qui ne sait pas choisir. Et donc, ça a une image assez particulière dans la sphère LGBT. Et c'était ça que je voulais vraiment démontrer et que ça se constate. Il y a une pléthore de discrimination et de stéréotypes collés à la bisexualité qui relève vraiment des raccourcis et pas parfois de la bêtise même, honnêtement, quand on y réfléchit. Mais... On retrouve les mêmes affects dans le monde LGBT que dans le monde hétéro. Oui. Et c'était pas le but. En fait, c'est ça, les bisexuels ne sont parfois sont mis en dehors de cette communauté LGBT et sont aussi mis en dehors de la norme sociétale hétérosexuelle. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un sentiment de solitude ou de... Voilà. On sort pas du placard. Ils ont l'impression qu'en fait, on ne sort pas du placard en étant bisexuel, finalement, puisqu'on ne choisit pas l'un ou l'autre. Et c'était ça que j'avais vraiment envie de découvrir et de montrer dans le mémoire aussi, au-delà que c'était pas forcément une identité fixe. Mais toutes ces discriminations, c'était très intéressant. Oui, ça a l'air. Ouais. Et dans tes études, comment ça a été pris, justement? Est-ce que c'est un sujet qu'il était logique d'aborder ou pas forcément? C'était un peu surprenant? Il n'y a pas eu de réaction spécifique. C'est pas un sujet largement abordé. En termes de recherche universitaire, à l'heure actuelle, il y a très très peu. Il y a quelques auteurs dans le parcours, d'ailleurs dans le master, il n'y avait que un ou deux auteurs que j'ai vus qui parlaient vraiment de bisexualité. En tant que tel, le sujet, je crois qu'il n'a pas été compris. Déjà, j'avais une autre promotrice aussi qui n'a pas forcément compris la direction dans laquelle je voulais aller. Et puis le lecteur aussi, je sens que c'est pas un sujet qui est compris, c'est pas un sujet qui donne l'impression de relever de recherche universitaire ou scientifique forcément, alors que je pense qu'il y a... Comme beaucoup de sujets en sociologie, c'est compliqué évidemment de faire une recherche qui est quantifiable, qui est plutôt qualitative que quantitative. Et donc, les gens ont peur d'aller dans cette direction parce qu'il va falloir interpréter du qualitatif en quantitatif pour que ça soit reproductible. Et comme justement ce sujet, la bisexualité, est finalement un mot, c'est finalement une étiquette, c'est finalement quelque chose qui n'est pas une réalité en tant que telle, comment choisir une population qui sera une population test. Et donc, c'est dans le protocole, c'est dans la rigueur scientifique de la recherche que se situe aussi la difficulté. Et comment vous êtes passé de cette étude sur la bisexualité à on va aider les femmes à oser assumer leur corps, accepter leur corps, etc. et à vos projets respectifs aujourd'hui? Et votre projet commun dont on va parler? J'y vais. Alors, c'est pas forcément venu du mémoire en tant que tel. C'est plus, quand on se connaissait, on a discuté, on parle. Voilà, la sexualité n'est pas un sujet facilement abordable auprès de beaucoup de personnes ou avec un niveau de réflexion suffisamment, on va dire, intéressant ou ouvert pour pouvoir en parler. Et c'est vrai qu'avec Roland, c'est assez facile de discuter du sujet. Et donc, c'est au fur et à mesure, mes expériences au niveau de la danse. Il y avait cette expérience avec le master, le mémoire. Et donc, moi, j'avais envie de lancer quelque chose qui me corresponde et donc en discussion, etc. Moi, j'ai lancé mes cours et puis en continuant, lui qui avait cette idée de faire la sexo-périnéo, moi, j'avais toujours eu, comme je te l'avais dit là, quand c'était vu la dernière fois, j'avais cette envie d'amener quelque chose d'un peu plus thérapeutique, d'aider un petit peu plus, pas juste d'être dans le divertissement, mais de pouvoir aider sans être thérapeute moi-même. Je me reconnais pas psy ou autre, c'est juste d'amener un outil supplémentaire pour ces femmes qui ont besoin de se reconnecter avec elles-mêmes ou de se soigner d'une manière ou d'une autre. Et c'est en discutant comme ça que on est un petit peu venu à ce point, à ce lien. Oui, c'est offrir un autre outil d'approche par rapport à la sexualité. Moi, je suis intéressé par le domaine, par les aspects cliniques justement, par ce que ça peut représenter à ce niveau-là. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'on peut aborder le problème par une autre voie, une voie qui n'est, comme je disais tout à l'heure, pas forcément de l'ordre du verbal, ou pour être dans la caricature freudienne, effectivement, on se met dans le divan et on va parler, on va essayer de mettre des mots sur les choses et se référer à nouveau à des références qui sont
comme disait Élise, extrêmement vieilles. On parle ici de Masters & Johnson, on parle de choses qui datent des années 50 du siècle dernier. Il n'y a plus de grosses études recensant les comportements sexuels, ou en tout cas mettant une quantification dessus depuis le rapport Kinsey aux États-Unis qui date de la même période, donc des années 50. Il y a un travail en 2003-2004 en France, mais donc uniquement sur le territoire français, qui recense à nouveau les comportements, mais qui se sont limités, comme pour Masters & Johnson, uniquement aux comportements hétérosexuels dans une relation monogame exclusive. Là, aujourd'hui, on ne peut plus tout mettre dans la même case et donc il faut aller voir ailleurs. Et ce que propose Élise, et c'est aussi pour ça que c'était intéressant de le faire, c'est que c'est totalement open. Je veux dire, si une personne transgenre souhaite s'inscrire à son cours, elle pourra y aller. C'est pas ça le critère. Le critère, c'est être dans la reprise de conscience de son corps et c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans une société normative, qui met un cadre dans ce qui est bien ou pas bien. Et donc c'est très dichotomique finalement. Et une société très portée sur l'image aussi du corps, où les femmes doivent être... Tu dois être comme ça, épilé, et il faut être mince, et il faut faire le régime, et il faut faire ci. Et donc tout est attiré sur le corps. Il y a une telle pression finalement sur les femmes de répondre à ce dictat là de beauté absolue, qu'en venant ici, en participant au cours, ça leur permet de se rendre compte que non, il n'y a pas une beauté, on est toutes belles et on peut toutes assumer d'être comme on est. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas une plus belle que l'autre. Et c'est ça que ça aide aussi, ça peut peut-être aussi aider les patientes à se réaffirmer autrement, à se rendre compte que l'image que... Parce que entre l'image qu'on voit de soi-même et celle que les autres voient, il y a souvent plusieurs angles de vue, et c'est justement d'essayer de se détacher un peu de l'image qu'on a de soi-même pour essayer d'en créer une autre, un peu plus juste, un peu plus bienveillante, un peu plus honnête avec soi aussi que celle difformée qu'on pourrait avoir, quoi. Et toi, tes cours ont commencé déjà depuis janvier. Tu vois vraiment une progression chez les femmes élèves, qui viennent. Quand même, moi je trouve qu'elles se laissent beaucoup plus aller, elles osent plus. Il y a au début, ça peut paraître un peu plus coincé, on ose moins certains gestes. Et puis maintenant, je me rends compte que elles osent plus. Quand je laisse beaucoup de moments d'improvisation aussi dans les chorés pour qu'elles puissent un petit peu tester leur propre gestuelle. Et là, je le vois qu'il y a des choses qui viennent naturellement, toutes seules, sans que je dise rien. Et moi, quand je vois ça, moi, j'ai réussi, parce qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'elles osent, qu'elles se laissent aller, et que donc, elles sont un peu mieux avec elles-mêmes. Et donc, clairement, je vois l'évolution. Après, ça dépend de la rigueur de chacune de venir de plus ou moins régulièrement, mais je mets pas de pression là-dessus, et moi je vois qu'elles aiment, en tout cas, qu'elles prennent du plaisir à ça. Mais tantôt tu utilisais le mot divertissement, mais en fait j'imagine que les femmes qui viennent, elles sont aussi en conscience que il y a un aspect, on va s'amuser, on va être ensemble, etc. Mais il y a aussi ce dépassement un peu de soi et le fait d'accepter, quoi. On vient pas juste pour rigoler, on sait... Elles s'attendent à ce que... Elles se mettent parfois en difficulté, et je les mets parfois en difficulté, et ça, elles le font parfois sentir qu'effectivement, je vais peut-être proposer un exercice ou l'autre, et parfois, je sens que, non, je me sens pas prête pour ça. Si je leur dis, danse une fois toute seule, tente une fois la danse toute seule, il y en a plusieurs, écoute, je me sens pas prête tout de suite. Elles savent qu'à un moment ou l'autre, je les mets toujours un petit peu dans une zone d'inconfort, sans jamais les forcer. Je veux toujours que ce soit elles qui fassent le pas d'elles-mêmes de faire l'exercice. Moi, je propose. Elles suivent ou elles suivent pas. Parfois, j'insiste un peu si je vois que c'est plus de la peur que de vraiment pas oser. Mais oui, je les mets toujours. Il y a toujours elles savent qu'il va y avoir un petit moment d'inconfort, mais alors elles sont contentes généralement à la fin du cours, quand elles ont osé, quand la choré s'est bien passée. Je vois qu'elles sont contentes, elles se sentent mieux avec elles-mêmes. Et ça, pour moi, c'est la réussite, et je suis satisfaite une fois que je vois ça. Et toi-même, tu as eu ce développement vraiment au fil des cours que tu as suivis Oui, moi, j'ai vécu ça dans les cours, de redécouvrir l'image que je pouvais envoyer, de me rendre compte de ce que je pouvais envoyer. Ça, c'était ça qui était important. Et puis aussi, personnellement, j'ai eu un déroulé qui a fait que j'ai gagné plus de confiance en moi. On m'a aidée. J'ai pu être guidée. Mais effectivement, moi j'ai fait le chemin presque toute seule, on va dire. Et elles, je les aide parce qu'en fait, il n'y a pas d'espace pour ça. Moi, c'est parce que j'ai osé aller à ces cours d'exotique, j'ai osé faire le burlesque. Ça m'a donné des clés. Après,
après, il y a un développement personnel à faire aussi. Il y a une réflexion à faire sur soi-même quand on vient à un genre de cours. Ça vient pas tout seul non plus. Il y a un moment, les clés sont dans les mains de ces femmes qui participent au cours de pouvoir se développer et s'épanouir autour de ça. Comme dans une thérapeutique, il faut être acteur de sa thérapeutique. Exact. C'est ça. Et quel est l'outil que vous allez construire ensemble comme ça? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est arriver à mettre en place, déjà qu'il arrive à détecter des patientes ou autres qui seraient intéressées par le cours. Mais moi ce que j'aimerais, peut-être une fois, un moment plus tard, c'est d'arriver à créer des groupes, tu vois, de femmes, d'aller peut-être dans ces lieux justement plus thérapeutiques, que ce soit des petites cliniques ou des lieux plus intimes, où ce serait peut-être pas forcément un cours de danse non plus, ce serait juste apprendre à enlever le vêtement, parce qu'il y a peut-être pour certaines femmes, c'est vraiment compliqué de se mettre à nu suite à leur parcours ou autre. Et donc, moi, voilà, ce serait plus dans le genre de faire des initiatives un peu plus spontanées avec certains groupes de femmes. Sans doute travailler sur de l'individuel d'abord et peut-être travailler dans le groupe après. L'interaction du groupe est évidemment importante. Maintenant, ça ne convient pas à tout le monde non plus. Quelquefois, l'individuel a aussi sa place. Mais indiscutablement, oui, le futur, ça doit être de pouvoir avoir le profil de la personne qui va répondre à cette proposition. Parce qu'indiscutablement, ça ne correspondra pas à tout le monde. Mais c'est de pouvoir effectivement le développer comme une thérapeutique à ce moment-là, mais sans y aller en pensant qu'on est en train de prendre un médicament. Donc ça reste effectivement le divertissement entre guillemets, mais dans un chemin où on peut être avec d'autres, où l'interaction à ce moment-là avec les autres, dans des parcours différents, dans des façons d'aborder les choses avec des passifs différents aussi, serait positif. Mais oui, le cadre reste effectivement à définir, parce que là on est dans les limbes. Oui. Mais c'est vrai que des démarches individuelles, j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de tester une femme qui me contacterait en me disant écoute, j'ai tel problème, j'aimerais un petit peu tenter ça. J'ai pas encore eu, mais c'est vrai que ça peut être un exercice, je pense que ça pourrait être un exercice intéressant et puissant pour les femmes qui décident de le faire et qui sont propres, comme on disait, de leur changement, actrices de leur changement. C'est clair que ça peut vraiment être un outil. Moi, je suis ouverte à tout, donc toute proposition elle est bienvenue dans cette direction. Et Roland, t'aurais imaginé t'associer comme ça à un projet entre guillemets un peu original, quoi. On n'est pas dans le parcours classique kiné. T'aurais imaginé aller vers ça? Non, mais j'allais dire, mon parcours de toute manière n'a rien de classique depuis le départ. Donc j'ai systématiquement pris une direction que les autres n'auraient pas prise. Pas parce que je le souhaite, mais parce que c'est mon mode de fonctionnement. Donc non, je n'aurais pas imaginé, mais j'ai pour habitude de rebondir. Quand je vois des choses, ou quand j'observe, ou quand je vois que des gens sont porteurs de quelque chose d'intéressant, je me dis qu'on est toujours plus fort à 2, ou à 3 ou à 5 que tout seul. Donc disons que dans le timing, ça tombait bien. C'était bien que ça arrive à ce moment-là. Mais non, pour répondre à la question, non, sûrement pas. Mais je pense que ça arrivera encore. Parce qu'en plus, vous n'êtes pas de la même génération. Et, merci de le rappeler. Les auditeurs ne le voient pas, donc on ne sait pas vraiment. Voilà. Élise et moi, on est plus de la même génération et il y a vraiment cette vague comme ça de féminisme, d'empowerment des femmes, etc. Et finalement, vous vous rejoignez, quoi. Donc c'est aussi, entre guillemets, un peu surprenant. C'est chouette de voir que entre différentes générations, on peut créer des choses ensemble et partager des choses. Oui, maintenant la notion de génération, je pense qu'elle est fort relative aussi. Donc je suis le papa de 5 enfants, dont les âges s'étalent du jeune adulte à la petite enfance. Donc j'ai été confronté en tant que papa avec 3 fils et 2 filles, mes 3 fils à justement la confrontation à ce monde d'aujourd'hui qui est premières petites amies, en discuter, aborder les choses. Donc même si, poliment dit, ma génération est effectivement un peu plus ancienne que les vôtres, mes enfants me maintiennent et me mettent dans un cadre très actuel et très en contact direct avec la réalité de la société d'aujourd'hui. Dans ma patientèle, j'ai des patientes de jeune âge et ça permet effectivement d'être très en phase avec ça. Maintenant, c'est une disposition. Je pense que l'âge, c'est dans la tête. Je pense qu'il y a des gens en vue à 20 ans.
Mais je pense que ce que Julie voulait plus dire, c'est le fait qu'effectivement, dans notre génération, ok, il y a toutes ces théories féminisme, l'empowerment, MeToo, voilà, tout ça a agi. Alors, on peut penser que voilà, il y a une certaine libération peut-être de la sexualité ou de la parole autour de la sexualité sur notre génération jeune. Moi, je suis pas certaine. Alors, effectivement, je pense que tous ces mouvements féministes que j'ai étudiés et que je supporte, je pense qu'effectivement, ils sont nécessaires. Mais je pense qu'ils ont un peu le défaut quand même de nous reloger dans une autre norme ou de nous cadenasser sur certaines nécessités. Voilà, si t'es féministe, tu t'es plus. Oui. Voilà, des petites choses comme ça qui forcent un petit peu à nouveau de nouvelles normes. Alors que je crois que la génération de Roland, si je peux le dire, sans vexer personne, c'est que voilà, il y a quand même eu. Je crois qu'il y avait plus de liberté sexuelle. Il y a une plus grosse libération sexuelle. On parlait peut-être plus ouvertement. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on se rejoint dans le sens où moi, sur cette question-là, je ne me sens pas, j'ai pas de tabou ou quoi. Lui n'en a pas non plus, donc on peut en discuter librement. Mais je suis pas sûre que dans notre génération, forcément, ce soit si facile. L'avantage de ma génération, c'est qu'il n'y avait pas de modèle. Il n'y avait pas de référent, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas l'accès au porno. Au mieux, avec un Chinois, il y avait le journal du Hard le samedi soir sur Canal+. Et encore, c'était au mieux. Mais il n'y avait pas de référent. Donc finalement, la découverte, d'un côté, non, peut-être que dans le cadre familial, ce n'était pas forcément discuté, mais la découverte se faisait sans préalable. En disant, on le vit et on le construit. Ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont forcément un référentiel et c'est très, très, très compliqué de s'en défaire. Ce que je constate, moi, en consultation, c'est que la méconnaissance, en tout cas, de manière générale, sur la sexualité est dramatique chez des sujets jeunes. C'est-à-dire où on pourrait croire, comme tu venais de le dire, que plus on a multiplié l'information, plus on a multiplié les possibilités d'accès, eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est l'inverse, oui. Oui, parce qu'on est dans une société de la peur et en fait on parle de sexualité toujours comme si c'était un danger. Il faut se protéger, il faut faire attention aux maladies, etc. On n'apprend plus la sexualité comme une source de connexion avec l'autre, comme une source de plaisir, de choses positives que ça peut apporter. On est vraiment toujours dans cette crainte. Voilà, il y a eu le sida, etc. qui fait qu'on se protège et que la sexualité, et voilà, le porno malheureusement vient sous-tendre tout ça aussi en envoyant une image très négative de ce que peut être la sexualité et finalement ça enferme. Ça coince dans des référentiels qui ne correspondent pas forcément, enfin, en tout cas, c'est mon impression, à ce que pourraient ressentir ou avoir envie les jeunes de tester. L'HIV a été le premier grand coup de marteau. Je l'ai vécu en direct parce qu'à l'époque, je travaillais dans des unités d'infectiologie où on recevait les cas qui mouraient à l'époque en 1 mois ou en 2 mois, en un temps record, puisque l'AZT n'avait pas encore été commercialisé à l'époque, les traitements n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui. Et très longtemps, on a refusé de parler des communautés qui étaient les plus touchées. Et donc, oui, en Belgique, nonobstant ce qu'on peut le croire, la communauté gay masculine reste une communauté fort touchée par la transmission de l'HIV. Il a fallu attendre 2016 au travers du docteur Klumek, responsable du service d'infectiologie à Saint-Pierre à Bruxelles, pour qu'il dise « Nous aurions dû, dès le départ, cibler les toxicomanes, les gays masculins, parce qu'ils étaient effectivement les populations les plus touchées. On a refusé de le faire début des années 90 par refus de stigmatisation. Et là, à nouveau, il ne s'agissait pas de stigmatiser, il s'agissait de simplement aider ceux qui en avaient le plus besoin dès le départ. Et on est un peu dans le même modèle aujourd'hui, qui s'est reproduit avec le Covid d'ailleurs d'une autre manière. C'est dans une forme de peur, comme tu dis, peur de stigmatiser. Mais parler des choses, instruire, donner des informations, c'est pas stigmatiser. Hein. C'est simplement aider. La pédagogie de la peur est une erreur profonde. Instruire, par contre, c'est Mandela qui le disait bien d'ailleurs, la plus belle arme du monde, c'est l'instruction. Instruire, c'est résoudre les problèmes parce que celui qui connaît n'a pas peur. Celui qui ne connaît pas a peur. Mais il y a vraiment 2 choses différentes. Il y a vraiment la sexualité et toutes ses formes et justement ce pouvoir des femmes et le fait d'assumer son corps. Est-ce que pour vous, en fait, c'est un peu lié? Est-ce que si une femme travaille justement sa sensualité, etc., elle sera plus à l'aise à aborder sa sexualité et à la découvrir, en fait?
La sexualité, c'est à un moment donné se mettre à nu. Hein. C'est quasi incontournable. Les robes de Constantinople ont disparu. Donc, ça n'est plus d'usage aujourd'hui. Donc, c'est une mise à nu. Une femme qui n'est pas à l'aise dans son corps, et je l'entends en consultation, ne va pas se déshabiller. L'archétype de la lumière éteinte et du t-shirt lors du rapport, c'est pas un fantasme, c'est une réalité. Ça existe encore. Donc, oui, pour répondre à la question, je pense qu'être à l'aise dans sa façon de se dénuder, dans sa façon d'accepter son corps, dans sa façon d'être, est forcément un chemin indispensable pour vivre une sexualité épanouie. Oui. Ouais, comme on parlait de la peur, je pense que la difficulté, parfois pour certaines personnes, de franchir le pas de la porte de mon cours, c'est parce que justement, comme on danse sensuellement, qu'on se met à nu, ça renvoie à cette image de la femme salope, si on peut le dire. Et ça, on n'en veut pas. On a peur de cette image-là parce que c'est le rejet, c'est l'exclusion. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver un petit peu à déconstruire, que c'est pas parce que tu danses sensuellement que tu rentres dans cette case ou cette étiquette qu'on va te mettre. Et à nouveau, c'est travailler, c'est l'éducation, c'est d'apprendre que tu peux être femme respectable en étant nue ou en voulant te déshabiller, par exemple. Et ça, ça joue et dans le cours de danse et dans la sexualité aussi. Hein. Et ça se joue au sein du couple, c'est-à-dire qu'il y a malheureusement beaucoup d'hommes qui continuent à supporter l'idée que si leur femme, leur compagne, peu importe le degré de liaison, va aller chercher justement du plaisir dans le fait d'être bien avec son corps, c'est eux-mêmes qui sont porteurs de cette information. Parce qu'ils ne contrôlent pas, parce qu'ils ne sont plus dans le contrôle. Ces femmes reprennent le contrôle de leur propre corps et en disant à l'homme, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Ce n'est pas pour ça que je vais te quitter, ce n'est pas pour ça que tu n'existes plus, ce n'est pas pour ça que je ne t'aime pas, mais c'est mon corps. Et là, on revient dans le fameux modèle judéo-chrétien où le monde masculin domine dans le contrôle du corps féminin, et ça depuis quelques milliers d'années. Et ça, c'est vraiment ce qu'on disait tantôt aussi, c'est la société. Par exemple, tu parlais de la pole dance. On va tout de suite, si quelqu'un dit « je fais de la pole dance », c'est « ah, t'es une stripteaseuse ». On associe tout de suite à des éléments stéréotypés. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut déconstruire, quoi. Il y a plein de choses à déconstruire. L'exemple le plus parlant, c'est moi, je peux parler de sexualité, je peux parler de tout ça en mon nom et officiellement, et ce sera parfaitement bien pris parce que j'ai l'aura médicale pour pouvoir le faire. C'est pas le cas d'Élise. Ouais, j'allais dire. Élise, est une femme, professionnellement, va avoir beaucoup de mal à faire passer ce message. Donc déjà là, on est devant un hiatus qui est insupportable et qui est à déconstruire aussi. Pourquoi est-ce que parce qu'on met le vocable médical, ça devient tout d'un coup beaucoup plus acceptable ? Il n'y a pas de raison. Et alors, on va prendre l'exemple d'aujourd'hui. Tu m'as demandé quel nom je voulais mettre pour le podcast, mais ça, c'est révélateur de ce qu'on dit juste là. Voilà, est-ce que je dis mon nom ? Est-ce que je dis mon nom de prof parce que voilà, moi au niveau professionnel, je ne peux pas dire je ne peux pas dire que je donne des cours de danse de cette manière, ni que je fais de la pole dance, parce que voilà, effectivement, je vais me ramasser cette image de femme pas sérieuse, pas crédible, facile, et donc voilà, là je me mets en difficulté professionnellement dans ce cas-là, et c'est ça qui est embêtant et sur lequel il faut pouvoir lutter, mais en même temps, il faut garder un aspect pragmatique aussi du fait qu'il faut quand même continuer de vivre et pouvoir travailler de manière correcte. Mais effectivement, voilà à quoi ça nous ramène à chaque fois. C'est cette image du contrôle du corps. En fait, une femme qui se libère, une femme qui est bien dans sa peau, c'est plus une femme contrôlable. Un peu à l'image des sorcières de l'époque qu'on a chassées. Voilà, c'était des femmes libres qui avaient une connaissance importante en termes justement de médical à cette époque-là aussi, mais qu'on a voulu chasser parce qu'elles avaient trop de connaissances et qu'on ne savait pas les contrôler, ces femmes-là, parce qu'elles étaient intelligentes et qu'elles avaient du réflexif. Donc, tout ça se lie un petit peu. Une femme qui s'assume, qui assume sa nudité, qui assume son corps, qui assume qui elle est, c'est effectivement quelqu'un sur lequel on n'a plus de contrôle. Et comme on est dans une société patriarcale où le masculin domine le féminin, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré les avancées, mais voilà à quoi ça renvoie. Donc à l'image de peur. Oui, c'est ça. Et justement, est-ce que toi, tu oses expliquer les cours que tu donnes ou ça dépend vraiment de la personne que tu as en face de toi ? Malheureusement, c'est pas que je voudrais. Je n'ai pas envie de passer pour une lâche ou une timide qui n'ose pas, mais effectivement, je peux pas le faire aussi librement que je veux. J'en parle
très très rarement, éventuellement à l'une ou l'autre collègue avec lesquels je me sentirais en sécurité de pouvoir... Mais pas les cours de danse, hein. Juste la pôle pour le moment. Mais les cours de danse, non, j'en parle pas. C'est pour ça que je suis un petit peu discrète, que je suis sur, pas sur 2 tableaux, mais je peux pas assumer. Malheureusement, j'aimerais bien, même au niveau familial, ça pourrait aussi être les donner des cours de danse, les minutes, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Moi, sur le fond, je m'en fous. Mais c'est juste qu'il faut se justifier. Pourquoi tu le fais, expliquer la démarche. Et en fait, c'est tout un travail à nouveau d'éducation. Et à nouveau, c'est une charge. C'est une charge supplémentaire que j'ai pas toujours envie d'assumer parce que c'est pas de la fainéantise. C'est juste que les gens sont... Chacun est à son niveau de réflexion et j'ai pas envie d'expliquer tout le débat à chaque fois. Parfois oui, parfois non. Mais oui, je suis coincée. Et c'est parfois frustrant. Mais il faut faire avec. Et de ton côté, Roland, est-ce que tu sens parfois un jugement quand tu dis que tu travailles vraiment avec les femmes et justement à leur sexualité, etc., ou c'est plus accepté pour toi ? Alors c'est plus accepté. Encore ce matin, j'ai une patiente à qui j'en parlais qui m'a dit non, mais sérieux. Ah oui, sérieux, oui, tout à fait. C'est pas une blague, c'est une occupation réelle. Et on peut aller voir, j'ai effectivement une consultation qui parle de ça. Donc, ça fait sourire, parce qu'effectivement, le sujet fait toujours sourire. Et d'ailleurs, l'humour et la sexualité doivent faire leur lien ensemble. Ça, c'est tout à fait logique. Non, moi, je ne suis pas confronté à des difficultés de ce genre-là. Mais les hommes, ils prennent comment, ça, quand tu leur en parles ? Alors pour eux, forcément, ça les fait rire et eux le prennent comme une activité délassante. Ils pensent que c'est pas un travail, ils pensent qu'il n'y a rien à faire. Et puis c'est aussi une manière de repousser cette réalité de la perte de contrôle. Puisqu'effectivement, quand j'en parle, ils vont dire ouais, parler de sexualité, c'est rigolo quand même. Non, oui, c'est rigolo si on veut, sauf qu'il y a un énorme champ de travail là derrière, et c'est d'ailleurs pour ça que j'y suis. C'est parce que je pense que le champ est tellement énorme qu'on a encore du boulot pour les 30 ou 40 ans qui viennent, et ce boulot commence chez les enfants du sexe masculin, 6, donc nés en tout cas attribués masculins et qui vont se développer en tant que tels. Il y a un énorme travail à faire là, dans la destruction de la chambre bleue pour les garçons et la chambre rose pour les filles, dans la petite fille ne peut pas jouer avec les camions de son frère parce que ce sont les camions de son frère, prends les poupées ma chérie si tu es gentille, si on annonce qu'effectivement on a une fille qui au lieu d'aller faire de la danse, elle irait jouer au rugby, oh là là, ça peut être tout d'un coup beaucoup plus mal pris. Et c'est à ce niveau-là que ça se passe, au niveau des parents même, qui reproduisent bien malgré eux le système qui aboutit à des garçons qui ont tout pouvoir en étant ados et des jeunes filles qui sont déjà dans la stigmatisation et la différence. Donc là-dessus, moi, c'est un vrai travail de pouvoir travailler là-dessus et d'avancer et de recartographier. Ça, c'est le projet pour l'avenir. C'est recartographier tout ça et plus sur des modèles qui ont 80, 70 ans d'âge. Et les femmes qui viennent vous voir, justement, elles sont dans quel type de démarche ? Est-ce qu'elles sont justement dans cette déconstruction et cette envie de... Il faut l'enclencher. De modifier la déconstruction, il faut l'enclencher. C'est pas perçu d'entrée comme tel, puisqu'elles sont tellement installées, je parle comme un médical, elles sont tellement installées dans ce modèle, entretenu par l'homme avec qui elles vivent en règle générale, si on reste dans une logique hétéro exclusive, qu'il faut d'abord les amener à la prise de conscience. Madame, bonjour, est-ce que vous prenez conscience que vous faites ce que votre mari veut bien que vous fassiez ? Ah oui, ok. Donc maintenant, on va faire quelque chose qui ne va pas forcément plaire à votre mari, mais qui est de l'ordre de la liberté, qui est de l'ordre de vous-même, qui va vous permettre de vous reconstruire. Oui, mais ça va le faire partir. Non, il va devoir comprendre. Mais on peut aussi le faire venir. Moi, je n'ai jamais été dérangé par l'idée que le couple vienne. Et de parler très franchement au monsieur en lui disant... Voilà, maintenant, il va falloir bien écouter parce qu'il y a 2-3 petites choses qui doivent gentiment changer. Est-ce qu'elles sont à l'aise que leur mari vienne ? Si j'ai bien expliqué au départ que c'est moi qui vais diriger les choses, alors elles savent que ça va bien se passer. Si effectivement, on a l'impression qu'il va encore pouvoir effectivement un petit peu déménager des épaules. Mais en général, voilà, moi, toutes les expériences que j'ai vécues de ce genre-là... se sont bien passés parce que je suis un homme et que donc ils acceptent beaucoup mieux évidemment que homme cis et avec une stature relativement imposante, ce qui ne se voit pas à nouveau. On l'entend à ta voix. Mais ça les met pas dans une position de force à ce moment-là, donc ça va être plus facile pour m'écouter. Si j'étais effectivement
femme, je pense que ça passerait beaucoup moins bien. Non, il y a une déconstruction et une prise de conscience initiale de vous, les femmes, vous, madame, vous êtes en train de reproduire vous-même ce qui vous fait du mal. Ah bon ? Oui. Maintenant, on va casser ça. Et moi, chez mes danseuses, je vais dire, mes élèves, il y en a une en particulier à laquelle je pense qui, elle était déjà dans un cheminement très personnel. Sur son image, elle sortait d'un divorce, etc. Donc, elle était vraiment en recherche de mon cours. Et en fait, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Mais écoutez, moi, je cherche un cours comme ça depuis des mois. Je vais venir voir, je vais tester. » Et effectivement, elle est toujours là, elle vient toujours. Et donc, il y a quand même des femmes qui sont en recherche de ça, qui sont dans la déconstruction. Et bon, elles sont pas toutes dans cette volonté spécifique vraiment de déconstruction, elles en particulier. Mais c'est vrai que toutes celles qui viennent, c'est dans la volonté de, vous voyez, j'ai quand même envie de me tester, de voir ce que ça donne. Mais pas forcément dans un cheminement de re-questionnement de développement personnel. Mais elles en particulier, ouais. Et je pense qu'il y en a d'autres qui se cachent. Je sais pas où elles sont, mais qu'elles viennent. Et elles seront contentes, je pense. Et est-ce que ces femmes, entre elles, se soutiennent et s'aident à progresser et à plus oser s'assumer ? Oui, en tout cas, elles jouent toutes le jeu, elles s'encouragent toutes. J'évite quand même... J'évite qu'on fasse toujours des commentaires ou quoi, parce que voilà, j'ai pas envie qu'il y ait de commentaires ou de mauvaises intentions, même sur le physique, etc. Mais c'est vrai qu'elles s'encouragent et qu'elles voient chacune les évolutions. Ah, ça, c'était beau comme tu l'as fait. Oh, c'était bien le mouvement comme tu l'as fait aussi. Et non, ouais, elles s'encouragent. Il y a vraiment une bienveillance. Il n'y a pas de critique, pas de jugement, rien. Enfin, de toute manière, moindre signal, ça je casse parce que sinon ça nie la philosophie du cours. Mais non, elles s'entendent. Il y a une bonne ambiance entre elles, bienveillance, respect. Ça, j'ai pas encore eu de soucis jusque-lors. Ouais. On touche du bois. Ouais. Est-ce que Roland, tu es fier de montrer cet exemple à tes deux filles notamment, même à tes fils aussi, mais de montrer ton intérêt et ton travail comme ça avec les femmes ? Alors, mes fils, c'est facile, ils me connaissent depuis longtemps, puisque c'est 19, 18 et 15, donc ça fait 20 ans, donc on a fait déjà un bout de chemin ensemble. Et disons, pour eux, ils ne sont pas étonnés, ils savent très bien qu'à la maison, ça n'a jamais été un sujet tabou, qu'on en a toujours parlé ouvertement, que moi, les petites amies, très tôt, ont pu venir dormir à la maison et je sais pertinemment bien ce qui se passait et ça a été discuté et qu'on a discuté justement de ce respect, de cet abord, de ces premières fois. Je n'ai pas demandé les détails, ça les regarde, mais ça a toujours été vécu totalement librement. Sans moindre doute. Et comme ils connaissent le personnage, ils savent très bien que j'ai toujours été sans tabou et très à l'aise par rapport à ça, donc ils ne sont pas étonnés. Quand je leur ai dit que je partais dans cette direction-là. Enfin, logique, c'est papa, c'était normal qu'il fasse ça. Mes filles sont plus jeunes, ma dernière a 3 ans, donc elle n'est pas encore au stade de penser que papa fait tout ça. Mais en tout cas, il y a une grande liberté. Et ma fille aînée qui a 10 ans, bon, déjà dans le sillage de ses frères, donc elle a perçu quelque chose. Elle sait qu'à table, nous, à la maison, c'est un sujet qui peut arriver en plein milieu entre les patates et le steak. Et ça posera aucun problème. Les amis de mes fils, ils sont quelquefois repartis de la table en disant ton père, il peut parler d'analité en même temps qu'on mange et ça pose aucun problème. Ils disent, mais chez nous, on pourrait jamais. Et donc, non, étonné, non. Mais c'est important de les éduquer vraiment dans cette mouvance sans tabou, quoi. Absolument. Et ça, j'y suis arrivé là. Je peux faire plus que toucher le bois. Je suis arrivé à faire passer un message qui est qu'effectivement, il n'y a pas de tabou sur le sujet. On en parle, et puis c'est tout. Et puis tu es libre d'en parler si tu as envie d'en parler. Si tu n'en parles pas, tu n'en parles pas. C'est pas grave. Mais en tout cas, il n'y a aucun sujet qui ne doit pas être abordé. Et beaucoup ont été abordés. Un des sujets qui est récurrent à la maison, c'est justement l'analité chez les hommes. Ça, c'est pour n'en citer qu'un, c'est celui-là. Et ça, en consultation ou lors de mes discussions avec des femmes qui parlent de leur mari ou qui autres et qui justement mettent en évidence, ça c'est un sujet incroyable, hein. C'est l'analité des hommes, on peut en écrire des kilomètres et ça voilà par exemple typiquement de genre de choses dont on parle à la maison,
avec des sujets variés, différents. Ils vont pas toujours dans la même direction. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est un des grands tabous du judéo-christianisme, justement, de l'interdit, de la sodomie, de l'interdit lié à ça, hein, Sodome et Gomorrhe dans les textes anciens. Donc, mais c'est ancré, hein, c'est ancré. Les patientes décrivent bien, ah oui, bah lui, il voudrait bien passer par là, donc ça lui pose aucun problème, mais quand moi je vais toucher autour, là, du coup, il n'est pas d'accord. Oui. Ah ben non, si vous voulez l'égalité, ça marche dans ce sens-là aussi. Et donc, voilà, ça c'est un des grands sujets. Si on parle d'éducation, qu'on parle de changement de comportement, parce qu'aujourd'hui on est dans l'homme dominant, la femme soumise, on est l'homme pénétrant, la femme pénétrée. On est dans ce modèle-là. C'est très compliqué d'expliquer à des couples qu'on peut changer ce modèle et que on peut switcher. L'inverse est tout à fait possible. Et là, il y a un énorme boulot parce que pour la grande majorité des hommes cis, ça, c'est pas envisageable. Tu reçois des personnes de quel âge ? Tous les âges. Tous les âges. Tous les âges. Moi, j'ai eu, il y a des années, j'ai eu un patient qui était opéré du cœur, qui a 3 semaines post-op, s'assied devant moi et me dit, dites, quand est-ce que je pourrais recommencer avec madame, machin, parce que le cardiologue m'a dit que, quand vous voulez. Non, il m'a dit que je ne pouvais pas faire d'effort. Mais je lui ai dit, il y a tout à fait moyen de le faire sans effort. Et là, j'ai eu un grand blanc devant moi. Le monsieur avait fin de soixantaine, donc il y a 10-15 ans de ça. Et il m'a dit, comment ça, je peux le faire sans effort ? Parce que lui, il était dans le modèle du missionnaire, donc il n'envisageait pas du tout autre chose. Mais il dit, si vous vous couchez sur le dos avec madame et sur vous, on peut faire ça ? On peut faire ça, oui. Et la semaine d'après, il est revenu en me disant, dites, on a essayé, hein, ça marche. Hein. Je dis, votre cœur, ça va aussi ? Ouais, ça va très très bien. Et donc voilà, là tout d'un coup, voilà, il découvrait. Donc là, c'est un monsieur. Maintenant, j'ai eu, il y a quelques mois, j'ai eu une patiente de 30 ans avec un vaginisme comme j'en ai rarement vu. Voilà, donc c'était une jeune femme qui n'allait plus voir son gynécologue depuis 4 ans. De peur qu'on lui introduise un spéculum et que ça lui fasse tellement mal que c'était pas possible. Donc, ça veut dire donc non accès aux soins, pas de possibilité de détection, de suivi d'un potentiel problème par peur d'eux. Et donc là, je l'ai prise en charge. Donc, 5 séances. Au bout de 5 séances, non seulement elle est allée revoir son gynécologue et en prime, elle s'est inscrite sur Tinder et ça a marché aussi parce que ça faisait 8 ans qu'elle n'avait plus de rapport. Là, il a fallu déconstruire plein de choses, mais ça a été relativement vite. C'était une femme jeune. Donc voilà, il n'y a pas de catégorie d'âge franchement marquée. Je pense que ça touche vraiment toute la population. Évidemment, on n'entre pas encore dans les problèmes culturels, puisqu'évidemment, il y a des microcosmes culturels qui entretiennent d'autres normes, d'autres construits éducatifs. Qui sont évidemment différents forcément des normes européennes. Et un des exemples parmi 1000, c'est l'éjaculation précoce. Dans le monde européen ou américain, l'éjaculation précoce est considérée comme une pathologie. Dès lors que ça se passe avant 3 minutes, c'est considéré comme pathologique. Mais ça, c'est un construit purement culturel. D'ailleurs, les médicaments contre l'éjaculation précoce ne sont vendus qu'en Europe et aux États-Unis. Si on va en plein milieu de l'Afrique, au Congo, un homme qui n'a pas éjaculé avant la 3e minute est considéré comme un minus. C'est-à-dire que là, justement, sa puissance, son pouvoir d'homme, sa virilité, sa supériorité est liée à sa rapidité. Et donc là, c'est pas la peine d'aller d'en parler, puisque de toute façon, ça n'existe pas. Au Moyen-Orient, on considère que le fait de se retenir est une mauvaise chose, donc on ne se retient pas, et puis on repartira après. Période réfractaire, elle est là, elle est normale, elle existe, donc hop, allons-y derrière. Donc ils n'ont pas ce questionnement-là, puisqu'il n'existe pas culturellement. Donc il y a aussi des situations cataloguées pathologiques qui n'existent qu'en fonction de la culture. Et donc, ça, c'est intéressant aussi d'aller au-delà de ça. Et tu parlais de cette patiente qui n'allait plus chez son gynécologue, mais il y a aussi une déconstruction à faire du côté médical parfois. Bien sûr. Où c'est vraiment difficile pour les patients et les patientes de se sentir à l'aise et d'oser justement aborder ce genre de sujet. À nouveau, là on va taper sur le système, mais une consultation de 20 minutes chez un gynécologue dans laquelle il faut faire le prélèvement, il faut aller faire le contrôle, il faut aller palper les seins, et où est le temps pour aller discuter là-dedans ? Moi j'ai cette chance, c'est que dans mes consultations à moi, j'ai le temps. D'ailleurs j'ai plus de temps qu'un gynécologue pour pouvoir en discuter. Et d'ailleurs, la patiente
et patients, parce que j'ai des patients aussi avec des troubles de la sphère génitale, on a plus de temps pour en parler et donc on a plus facile à pouvoir aborder les choses. Là, très récemment, j'ai une jeune demoiselle avec qui on a pu aborder un passé d'abus. Elle a parlé avec moi alors qu'elle avait vu la gynécologue 2 semaines avant. Elle n'a jamais réussi à l'aborder avec la gynécologue. Mais moi, j'ai pu la mettre dans les conditions pour pouvoir l'aborder et établir cette confiance thérapeutique indispensable et nécessaire pour que ça puisse se passer. Et là, le système ne le permet pas. On parle actuellement en France, c'est un des grands débats, c'est donc les abus gynécologiques qui ont été perpétrés par des gynécologues en France. Bon, il se fait que ça se fait partout, mais là, c'est sorti vraiment de manière beaucoup plus prégnante. C'est une réalité, c'est ramené par les patientes de manière très très courante que, on s'assied, hop, on y va, sans retenue, sans préalable, sans discussion, je le fais parce qu'on a le droit, et puis il y a 20 minutes, et on n'a pas le temps d'eux, et là c'est pas envisageable. C'est pas envisageable parce que l'on parle d'un cancer du sein ou d'une pathologie comme effectivement le vaginisme qui est beaucoup plus fréquent qu'on imagine, on parle de sujets qu'on doit pouvoir aborder. Moi, une première consultation, ça n'est jamais avec un contact physique. Jamais. On parle, je pose des questions, je pose le cadre. Et ensuite, lors de la deuxième entrevue, à ce moment-là, s'il y a lieu qu'on travaille physiquement, ça veut dire qu'il y ait une pénétration, un travail musculaire éventuellement, ça se fera à ce moment-là. Mais tout a été dit avant. Et ma phrase favorite, c'est dire « vous êtes chef de votre corps ». Donc à tout moment, à tout instant, quoi qu'il advienne, sans la moindre justification, sans la moindre excuse à donner. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent en consultation, c'est « désolé ». J'ai dit, mais je ne veux plus jamais entendre ce mot-là. Vous n'avez pas à être désolé. C'est votre corps. Excusez-moi. Non, vous n'avez pas à vous excuser. C'est votre corps. C'est votre droit. Et donc, quand on dit il faut déconstruire chez la femme elle-même la balle qu'elle se tire elle-même dans le pied, c'est énorme. On l'entend ça en consultation. Ce que j'ai tous les jours, c'est excusez-moi, est-ce que je peux aller faire pipi ? Mais vous n'avez même pas à me demander, c'est quoi cette histoire ? C'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose comme si... Et là, c'est l'école qui est à l'origine de ça. Parce que l'école impose un moment pour aller faire pipi. Alors pour les petits garçons, c'est pas un problème, mais pour les petites filles, c'en est un. Parce que c'est pas quand c'est l'heure de la récré, c'est quand la miction est là, c'est quand l'envie est là. Et donc dès le départ, on a créé, la société, l'école, créé ce qui va faire un nombre d'incontinences urinaires monumental chez la femme adulte. Dès l'école. Comment vous voyez l'évolution comme ça de la société ? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport au fait que la femme redevienne justement chef de son corps ? Alors vous avez 2 heures. Voilà, dissertation s'il vous plaît. Mais c'est ce qu'il disait, c'est effectivement tout ça, c'est quand tu dis les femmes sont désolées parce que voilà, il y aurait eu un contact ou quelque chose qui les dérange et elles demandent d'arrêter. C'est quand même vraiment l'image du fait qu'on est dépossédé les femmes sont éduquées, on est élevées en étant dépossédées de notre corps, on n'est plus propriétaire complètement de notre corps et voilà, les rendez-vous chez les gynécos, c'est la même chose, c'est le contrôle de la sexualité de la reproduction des femmes, etc. Alors, comment la société va évoluer ? Moi, personnellement, quand je vois les jeunes sociétés, l'éducation, les apprentissages d'éducation à l'école, ce qu'elle leur enseigne en termes de sexualité, des VRAS, là c'est très, très à la mode en ce moment, les VRAS, l'éducation pour la vie relationnelle, sexuelle, je ne connais pas tous les détails, mais moi, je vois qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de nouveaux modèles, ou trop peu. Parce que voilà, par exemple, je parlais avec ma filleule l'autre fois, elle ne savait pas ce que c'était ses règles. C'était une ado, quoi, elle ne comprenait pas ce que c'était. Je me dis, c'est pas possible qu'il y ait de tels manquements. S'il y a ce genre de manquements, si on ne t'apprend pas à connaître ton propre corps, comment c'est vrai que tu peux le posséder et dire non à quelqu'un en face à un moment ? C'est ça qui est compliqué. Alors, j'espère, mais j'ai quand même l'impression qu'on a un petit recul puribond, là. Pudibond, c'est évident. Il suffit de voir dans les années 80, quand un clip sortait sur MTV, ça ne gênait personne qu'il y ait un téton qui traîne quelque part. Aujourd'hui, on ouvre Facebook et l'origine du monde de Courbet est interdite parce qu'on voit l'entrejambe d'une femme qui donc s'appelle l'origine du monde, puisqu'effectivement, nous venons tous de là. Donc là, ça, c'est inquiétant. On sait que si on veut un changement, c'est une génération. Une génération, on disait 25 ans. Aujourd'hui, pour certaines choses, c'est même plus une génération. Pour le smartphone, on parle de 8 ans, 10 ans. Donc, si on part du principe que 25 ans est une génération nécessaire pour obtenir un changement durable
Ça veut dire que les enfants qu'on éduque aujourd'hui dans un système scolaire qui a 50 ans d'âge, qui n'a donc pas décidé de changer, lui, par rapport à ça, où on dit, allez voir le PMS, parce qu'au PMS, là, vous pourrez en parler, et là, on vous expliquera qu'on ne met pas de lubrifiant sur la capote, parce que dans certains cas, c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est pas là qu'on doit en parler. Quand on parle de l'appareil reproducteur au cours de biologie, c'est là qu'on en parle. On a un cours de philosophie pour apprendre la citoyenneté en primaire. Je pense qu'il doit y avoir un cours pour simplement apprendre à être le chef de son corps, et effectivement, remettre sur... mais on n'a pas les intervenants pour ça. Les institutrices aujourd'hui, les profs de manière générale, sont eux-mêmes ancrés dans des croyances, dans des approches où eux-mêmes ne sont pas à l'aise avec un certain nombre de choses. Donc on leur demanderait, ils diraient, on n'est pas capable de faire ça. Donc pour qu'il y ait changement, il faut que dans l'éducation de manière générale, aujourd'hui, le paradigme change. Et là, c'est 25 ans. Et là, peut-être, on peut espérer quelque chose. Donc, pour répondre à la question, de mon point de vue, de mon vivant, je ne suis pas sûr de voir un truc durable. Surtout avec la position des réseaux sociaux, hein. Instagram, la censure globale qu'il y a autour de la... Oui, tu parlais du téton, mais c'est pareil sur Instagram, une photo est censurée dès qu'il y a un téton. Donc voilà, quel message on envoie? On est dans l'hypocrisie judéo-chrétienne transmise par les États-Unis. Tous ces réseaux sociaux sont pour la plupart sous-tendus par la culture américaine et toute son hypocrisie. Et donc, tant que ce sera ça, on va pas évoluer. Et on est dans une grande hypocrisie. C'est inconcevable qu'un téton masculin puisse être exposé et pas un téton féminin. Parce que ça veut dire qu'on le sexualise. Ça veut dire encore aujourd'hui, il y a des élèves féminines qui vont à l'école, en primaire ou en secondaire, à qui on dit que la longueur du short ou de la jupe est inconvenante parce que vous vous rendez bien compte, vous risquez d'attirer le regard. Et le problème, il est donc bien dans celui qui regarde et pas dans celle qui s'habille. Ça risque d'exciter les garçons. Ça risque d'exciter les garçons. Donc d'un côté, on a des débats sans fin sur le port du voile et ce qui peut se passer dans la culture musulmane. Oui, mais on n'est pas plus loin. On est en train de reproduire exactement les mêmes choses avec exactement la même idée. Le problème, ce n'est donc pas l'homme qui regarde, c'est donc bien la femme qui se montre. Et là, on a un gros boulot à faire. On va terminer par la question rituelle du podcast. Pas d'inquiétude, ça va aller. Qu'est-ce que vous aimeriez oser faire et que vous n'avez pas encore fait? Ça doit pas être en lien forcément avec le sujet du jour. Non, ça peut être... Oui, non, ça doit pas forcément être sexuel. Mais si vous avez envie j'ai tout fait, voilà. là. C'est pas vrai. Non, ça peut être professionnel, personnel, voilà, quelque chose que vous aimeriez oser. Mais quelque chose qui doit forcément être dangereux ou... Non, pas forcément. Moi, je dirais d'oser me lancer complètement dans cette envie, cet objectif que j'ai avec la danse sensuelle, de pouvoir peut-être en vivre et de me séparer de ma carrière professionnelle plus normale, je vais dire. Si j'ose. Si j'allais chercher très très loin, c'est j'arrête d'être médical demain et je passe une licence de pilote d'avion et je vole pour le reste de ma carrière. Si j'allais au bout du fantasme, j'arrêterais d'être un médical et j'irais voler. Ça, c'est un rêve que j'ai déjà réalisé sous une certaine forme, mais si j'allais plus loin, je le ferais encore plus loin. Génial. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Merci. Merci Élise et Roland d'avoir accepté mon invitation et merci au studio Ploc de Jack qui nous a accueillis pour enregistrer cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip et ça m'aide vraiment beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.